Donc on arrive à la fin de cette journée. Alors dans le programme, vous avez pu vous lire que nous avions un grand témoin qui était Bernard Chevassus au Louis, mais qui malheureusement n'est pas là. Il nous fait défaut au dernier moment. Mais Thierry Gauquelin, présent à mes côtés, professeur émérite de l'Université d'Aix-Marseille, a accepté de le remplacer au pied levé. Donc je lui passe le micro. Merci. Merci Guillaume. Bernard Chevassus est complètement irremplaçable, hein, mais on va essayer donc quelques réflexions, quelques éléments sur cette journée. La première, c'est que j'ai trouvé, moi, vraiment passionnant le fait d'avoir à la fois des géographes, des historiens, des écologues, des forestiers, bien sûr, bien évidemment, et que ça, évidemment, la confrontation de tous ces aspects est essentielle pour remettre en perspective tout ça. Et on aurait rêvé, par exemple, d'avoir aussi peut-être des sociologues. Je me rappelle, il y a maintenant dizaines d'années, d'une étude qui avait été faite dans le Comminges, près de Toulouse, par l'INRAE, qui avait demandé à la population d'un village, d'une petite ville, quels étaient pour eux les sites les plus emblématiques de la naturalité, de leur milieu, etc. Et ça avait été, pas unanimement, mais peut-être que ça changerait maintenant la réponse, une plantation de pin noir qu'ils avaient à proximité. Et ils avaient aussi un étang où ils pouvaient ils pouvaient pêcher, etc. Bon. Voilà, et donc tout ça est très intéressant. La deuxième, c'est que ce que j'ai ressenti vraiment dans cette journée, c'est il y avait l'arbre, bien sûr, mais il y avait surtout aussi toute une approche écosystémique, finalement, des choses. Et peut-être que si cette réunion avait eu lieu il y a une vingtaine d'années, eh bien, peut-être on n'aurait pas eu du tout cette même idée eh bien sûr, l'arbre, c'est un élément, mais ça fait partie d'un ensemble, d'un écosystème avec un fonctionnement c'est apparu au travers de toutes les finalement interventions. Eh bien, c'est au niveau de l'écosystème qu'il faut réagir, notamment évidemment quand on parle de l'adaptation au changement climatique. Et dans cet écosystème, il y a un compartiment qui est absolument essentiel, Marc-André en a parlé, c'est le sol. Et peut-être qu'on n'en a même pas suffisamment parlé de ce sol, parce que, évidemment, une forêt, c'est, et notamment de la biodiversité du sol, mais aussi de ce fonctionnement. Une forêt, c'est 600 pieds, 600, 800, 1000 pieds à l'hectare. Et c'est, pour vous donner un exemple, 1 milliard de colamboles sur un hectare. C'est, allez, on va dire 2 milliards, soyons fous, 2 milliards d'acariens dans le sol. Hein. Donc c'est des chiffres absolument impensables, mais avec évidemment des organismes qui non seulement sont importants au niveau de la biodiversité, mais jouent un rôle. On a parlé de la décomposition des litières, etc. Voilà, les colamboles, c'est ces petits hexapodes qui vont consommer les feuilles, les fracturer, participer à la formation de l'humus, participer au cycle du carbone, à la fameuse fixation de carbone, puits de carbone que peuvent être les forêts, etc. Et là aussi, un souvenir d'une vingtaine, un peu plus de 25 ans à Toulouse, on avait fait une étude où on avait étudié l'impact sur la mésofaune du sol, donc notamment des populations de colamboles, d'une plantation d'épicéa, considérée dans les Pyrénées, on revient à la définition, comme exotique, puisqu'il a disparu il y a à peu près 20 000 ans, et donc à la place d'une hêtraie native. Et là, eh bien, les résultats, c'est que les populations de colamboles diminuaient d'une façon tout à fait importante suite à ce remplacement. Alors, ce n'est pas forcément lié uniquement à la présence de l'espèce, mais de l'espèce, disons, exotique, parce que c'était un résineux qui remplaçait un feuillu, etc., etc. Et qu'on perdait donc une biodiversité très importante en nombre et aussi en qualité, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'espèces endémiques qui disparaissaient, dont on ne connaît pas forcément le rôle à ce niveau-là. Donc ça rejoint toute cette discussion sur cet aspect donc, de prendre en considération l'ensemble de l'écosystème. Troisième chose, très rapidement, j'ai encore une petite minute. Troisième chose, ça a été soulevé par Bruno Fadi, etc.
bien se dire que, évidemment, l'introduction d'espèces exotiques, soit pour enrichir, soit dans des plantations, etc., ben c'est une option parmi d'autres, et que évidemment la régénération naturelle est aussi une autre option, sachant que il faudrait peut-être aussi mettre le paquet sur les études concernant cette régénération naturelle et notamment l'impact des pratiques sylvicoles sur la régénération naturelle. Le cloisonnement, les rémanents, les éclaircies, etc. Voilà autant de choses qui seraient intéressantes aussi à développer en parallèle, bien sûr, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais je pense que ce serait tout à fait intéressant à ce niveau-là. Et puis le dernier point, c'était que je voulais soulever, c'était oui, on a beaucoup parlé, mais il y a quand même aussi toute une graduation, mais même si c'est aussi un écart important, entre une migration assistée, par exemple, du chêne pubescent qu'on va prendre dans le Luberon et qu'on va emmener dans le nord de la France, où d'ailleurs il existe déjà en forêt de Fontainebleau ou sur le plateau de Langres, etc. Et donc avec une espèce qui est finalement assez semblable, et quand on parlait du sol, évidemment de la façon dont le sol va réagir, et de ces petites bêtes qui vont réagir quand ils vont voir une feuille de chêne pubescent qui va tomber, et est-ce qu'ils vont pouvoir la dégrader facilement, etc. Bon, ça c'est soft, si vous voulez, et c'est tout à fait intéressant, mais c'est complètement différent d'une introduction d'un séquoia-dindron des États-Unis, etc., et dont les collemboles dont on parlait tout à l'heure n'ont jamais vu ni la couleur ni l'odeur, et voilà à ce niveau-là. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas un grand écart entre ces deux, mais c'est presque deux problématiques, à mon avis, différentes à ce niveau-là. Voilà ce que... En tout cas, merci pour cette magnifique journée. On apprend beaucoup de choses.